Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question pas si bête. Pourquoi ne s'autodigère-t-on pas? Au passage, si vous avez une question à me suggérer, mettez-la en commentaire. En réalité, on m'a posé deux questions. Pourquoi la salive ne s'attaque pas à la langue et comment l'estomac fait pour résister aux enzymes? Et pour comprendre pourquoi on se pose ces questions, on va voir comment fonctionne la digestion. Tout commence évidemment par la bouche. La nourriture y est mastiquée afin d'en faire une bouillie d'éléments de petite taille. Cela facilite le passage dans le pharynx et augmente la surface de contact des aliments. À moins de vous mordre fortement la langue, pas d'inquiétude de ce côté-là. La deuxième action est bien entendu liée à la salive. Elle lubrifie la mastication, elle équilibre le pH de la bouche en cas d'aliments acides, elle opère un début de stérilisation grâce à la présence de protéines antibactériennes et antivirales comme la mucine, et enfin elle réalise le début de la digestion grâce à certaines enzymes. Avant de continuer, faisons un petit point sur ce qu'est une enzyme, ça aidera à comprendre la suite. Une enzyme, c'est une protéine capable de catalyser une réaction chimique, c'est-à-dire d'accélérer une réaction naturelle qui, sans elle, prendrait trop longtemps. Dans le cas de la digestion, ces enzymes permettent de découper rapidement de longues chaînes en chaînes plus courtes, donc plus facilement assimilables par l'organisme. Mais ces enzymes sont très spécifiques, et sauf exception, elles ne peuvent catalyser qu'un seul type de réaction. Elles ne réagissent donc qu'avec certaines molécules. Et c'est là que la première question survient. Pourquoi ces enzymes ne s'attaquent pas à la langue et au reste? On y reviendra un peu plus tard, continuons d'abord notre petite balade digestive. La nourriture, une fois avalée, passe par l'œsophage, où il ne se passe, eh bien, pas grand-chose d'intéressant pour nous aujourd'hui. Elle arrive ensuite dans l'estomac, et lui, il va sécréter du suc gastrique jusqu'à 1,5 litre par jour. Il s'agit d'un liquide contenant lui aussi des enzymes, comme la gastrine et surtout la pepsine. Cette dernière va découper les protéines en chaînes plus courtes et en acides aminés individuels afin de faciliter leur absorption par l'organisme au niveau des intestins. Mais on va y revenir. Pour l'aider dans sa tâche, le suc gastrique contient également de l'acide chlorhydrique. Cet acide permet de maintenir un pH aux alentours de 2, idéal pour la pepsine. Il facilite également son travail en altérant les longues chaînes protéiniques et crée un environnement néfaste pour les infections en tuant de nombreuses bactéries. C'est d'ailleurs lui qui brûle l'œsophage lors des remontées acides. Et vous voyez bien le problème. Comment l'estomac fait pour résister à cette acidité et à ces enzymes qui attaquent la nourriture? Un peu de patience, on va d'abord terminer notre tour de la digestion. Une fois traité dans l'estomac, le chyme, c'est-à-dire la bouillie qui résulte de tout ça, passe dans le duodénum, la partie haute de l'intestin. Là, d'autres enzymes vont être produites. Tout d'abord la sécrétine, qui va permettre de contrer l'acidité du chyme en stimulant la production de bicarbonate par le pancréas et en inhibant la production d'acide chlorhydrique par l'estomac. Voilà déjà un moyen pour notre intestin d'éviter d'être brûlé par l'acide. On y trouve également des enzymes de digestion qui s'occupent des lipides, c'est-à-dire les graisses. S'y déverse également de la bile, produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire, et du suc pancréatique, contenant des enzymes spécialisées dans les sucres, l'amidon, les glycérides et certaines protéines, ainsi que le fameux bicarbonate. Une fois tout ça réalisé, le chyme n'est plus qu'un tas de nutriments faciles à absorber par l'intestin grêle, à l'exception des fibres. Ces fibres seront dégradées par des bactéries, ce qu'on appelle le microbiote intestinal, pour produire les derniers nutriments absorbés par le côlon, où seront également stockés les déchets avant évacuation. De haut en bas, voilà très sommairement comment ça se passe. Et on voit qu'il y a deux points qui posent problème. La bouche d'une part, et l'estomac et le duodénum d'autre part. Comme je le disais, certaines enzymes de la salive commencent la digestion. On en retrouve principalement deux. La première, c'est l'alpha-amylase, aussi produite par le pancréas. Elle permet de prédécouper l'amidon, une longue chaîne de glucose, c'est-à-dire de molécules de sucre, qu'elle transforme en maltose et isomaltose un peu moins grandes. Elle est donc spécifique à l'amidon, qui est le mode de stockage du sucre chez les végétaux, mais pas chez les animaux, et donc pas dans la bouche. La seconde enzyme, c'est la lipase linguale, qui s'attaque à certains lipides spécifiques, les triglycérides. Elle est particulièrement présente chez les nouveau-nés qui se nourrissent de lait maternel et son utilité baisse quelque peu à l'âge adulte, son action étant remplacée par la lipase pancréatique. Mais elle a besoin d'un milieu relativement acide et de plusieurs minutes pour faire son œuvre, c'est donc surtout au niveau de l'estomac qu'elle agit. Aucune enzyme de la salive ne peut donc attaquer la langue. Par contre, pour l'estomac... Je l'ai dit, l'intérieur de l'estomac est très acide. Acide qui permet à la pepsine de fonctionner efficacement. Pour se protéger, il existe des glandes qui sécrètent un mucus protecteur, les glandes cardiaques, parce qu'elles sont situées en haut de l'estomac et près du cœur. Dans le duodénum, ce sont les glandes de Brunner qui le produisent. Ce mucus contient entre autres des bicarbonates, des prostaglandines et diverses protéines protectrices.
Elles sont incluses dans un gel fait d'eau et de glycoprotéines qui assure la lubrification lors du passage de l'estomac à l'intestin et l'adhérence à la paroi. Il va la tapisser, empêchant le mélange chlorhydropeptique de l'attaquer. D'ailleurs, en cas de problème avec ce mucus, ça peut être très grave. L'ulcère gastro-duodénal se manifeste par une inflammation de la paroi due à la présence d'une bactérie, Helicobacter pylori. Cette bactérie va produire de l'ammoniac et du CO2 à partir d'urée, afin de diminuer l'acidité de l'estomac et s'installer plus confortablement. Isolée à l'intérieur, elle ne peut pas être attaquée par le système immunitaire. Elle va alors provoquer une inflammation de la paroi, une gastrite, qui va perturber le fonctionnement des glandes qui sécrètent l'acide et les enzymes. Résultat, si la bactérie s'installe dans l'estomac, son acidité va baisser. Si c'est dans le duodénum, elle va au contraire y augmenter. Dans tous les cas, la production de mucus va alors diminuer, exposant la paroi aux attaques, ce qui va augmenter l'inflammation et finir par provoquer un ulcère. À ce niveau, un traitement à base d'antibiotiques est prescrit, assez souvent avec succès. Mais si rien n'est fait pour le stopper, l'ulcère peut dégénérer en perforation stomacale ou en cancer. D'ailleurs, je reviendrai peut-être un jour sur l'histoire de la découverte du lien entre bactéries et ulcères. Voilà, pour résumer, les enzymes de notre salive ne peuvent pas s'attaquer à notre bouche et notre estomac est protégé par un mucus antiacide qui évite qu'il finisse transpercé. Je ne suis pas rentré dans les détails du fonctionnement qui sont assez complexes, mais j'espère que vous aurez compris l'idée générale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous et mettez la cloche. Merci aux tipeurs et aux utipeurs. Si vous voulez les rejoindre, il y a tous les liens dans la description. Et rendez-vous à la prochaine vidéo.